Bien, bonsoir à tous. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce cadre design et lumière. C'est vrai qu'on aime bien des regards transversaux sur d'autres disciplines que la seule architecture, car pour nous, dans cette maison, on pense que tout est architecture. Et je ne pense pas que notre invitée de ce soir me contredira, parce que parfois elle le fait sur plein de points, mais là, elle ne le fera pas sur celui-là. Mais oui, mais j'accepte d'ailleurs la contradiction. C'est là que le débat commence, la discussion, voire la controverse. Mais ce soir, je pense que ça va être beaucoup plus consensuel, peut-être, parce que la lumière et l'architecture, c'est vraiment... La lumière, c'est déjà, on l'a déjà dit, tous les invités ici l'ont martelé, que c'est une des plus grandes matières de l'architecture, c'est la lumière. Il se trouve que ce soir, Odile Deck, je crois qu'on n'a pas besoin de la présenter avec cette figure internationale. Je rappelle qu'elle ne construit pas qu'à Paris, elle fait des conférences dans le monde entier sur l'architecture, sur le design, je ne sais pas, ça doit lui arriver dans le Salon del Mobile en Italie et ailleurs. Mais comme elle établit toujours des transversalités, encore une fois, comme je le disais, entre son travail d'architecte au sens bâtiment et justement ce travail de design où il n'y a pas de frontières, eh bien, elle était la personne idéale pour la faire venir. Et c'est d'autant plus intéressant dans son parcours que, outre le fait elle est aujourd'hui sélectionnée dans les pièces, ici, hein, son travail est sélectionné dans les pièces de la grande exposition sur le mobilier d'architectes. Hein, c'était l'angle que nous avions choisi dans l'exposition, qui se termine là dans quelques jours. Hein. Donc si vous ne l'aviez pas encore vu, je vous engage à le faire dans toute la cité. Et il y a plusieurs pièces d'Odile, parfois pas lumineuses, hein, mais qui renvoient à la lumière parce que... Mais il y en a une, mais je voulais dire que ce n'est pas qu'un travail sur la lumière là. Ce soir, donc, nous avons une architecte qui, en plus, avec des industriels reconnus, en Italie notamment, mais pas seulement, eh bien, un travail de fond, hein, on pourrait dire, parce que ça n'a pas commencé hier, et c'est toute cette collaboration intéressante, fructueuse, créative, dont je voudrais qu'elle parle ce soir. Je n'ai pas vu ces images et je veux surtout pas les voir parce que non, je veux dire avant parce que c'est son angle, c'est sa vision qui nous intéresse, c'est pas la mienne. Donc voilà, donc je lui cède très vite la parole et Odile, c'est un grand plaisir de te recevoir ici. C'est pas la première fois que tu viens, mais la plateforme de la création architecturale, je pense, devait regarder aussi la lumière. D'accord, on est d'accord. Merci Francis, ça marche, oui. Voilà, design et lumière. Donc la première image, parce que ça fait partie de la présentation. En fait, pourquoi la lumière m'intéresse? Parce que ça, c'est une lumière qui m'intéresse beaucoup. C'est le soleil au coucher, et c'est un magnifique coucher de soleil que je photographie indéfiniment, parce que c'est devant chez moi, en Bretagne, et c'est une lumière qui me parle toujours. Mais c'est aussi la lune, et ça, c'est un lever de lune que j'ai pu constater sur la mer. Pour moi, la lumière et la mer sont deux choses qui sont très importantes. Parfois, ça définit l'horizon, parfois, ça définit une trace sur la mer. Ça, c'est la mer, la lumière. Il y a deux grandes lumières naturelles qui me fascinent totalement. C'est la lumière dans les îles grecques, parce qu'elle est brute, directe, pas de détails, rien à détailler, tout est direct, c'est brut et fort. Mais c'est aussi celle d'Écosse, où dans un même paysage, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez à la fois des nuages, de la lumière, de la pluie, du brouillard, ça dépend. Mais c'est tout en même temps, ou parfois séparément, et c'est successif. Donc, j'ai toujours opposé les lumières d'Écosse, des Highlands, et la lumière de Grèce. Et ce sont des lumières qui me parlent depuis toujours. La première fois que j'ai eu à travailler sur la lumière, ou j'ai décidé de travailler sur la lumière directement, je ne sais pas s'il y a des éclairagistes ou des gens qui travaillent sur la lumière. Je n'appelle pas souvent des gens qui travaillent sur la lumière parce qu'on traite ça directement nous. C'est un travail que j'ai fait. Alors, comment j'ai appris à travailler sur la lumière? C'est grâce à Georges Fessy, qui est un photographe. Georges Fessy est un photographe que beaucoup de gens connaissaient, parce que maintenant il est à la retraite, qui était un photographe qui a travaillé avec beaucoup d'architectes, qui photographiait des bâtiments, mais qui photographiait aussi des objets. Il travaillait pour faire des publicités de Nil. Il allait en Arctique ou en Antarctique pour aller faire des photos. Et un jour, dans les années 80, je lui ai apporté des maquettes, qui étaient des maquettes sur fond noir, avec des couleurs. Ça date vraiment de 87 ou 88. Et il a dit, mais moi, je ne photographie pas les maquettes. Je lui ai dit, mais écoute, les maquettes sont noires. Il m'a dit, alors ça m'intéresse.
Et à ce moment-là, je suis allée dans son atelier, dans l'endroit où il faisait travailler, où il prenait ses photos. Et donc, il m'a expliqué comment il me positionnait les lumières pour mettre en valeur quelque chose qui était posé sur un fond noir. Et de maquette en maquette, puisqu'il y en avait une dizaine, j'ai regardé comment il travaillait, on a travaillé ensemble. Et ça m'a permis d'apprendre à manipuler la lumière. Puis ensuite, j'ai utilisé ce savoir-faire à la BPO. La BPO, c'est un bâtiment qui a été livré en début 90. Et c'est pas très bon. On ne peut pas baisser un peu la lumière pour qu'on voit mieux? Enfin, baisser la lumière que vous avez, vous, pour qu'on voit mieux les images. Éteint, c'est noir? On ne peut pas. Bon, d'accord, alors tant pis pour vous. Vous aurez des images pas très bonnes. Donc, parce qu'il y a trop de lumière. Donc, la Banque populaire de l'Ouest, il fallait mettre en valeur cette façade. Et j'ai donc décidé de mettre la lumière au sol, dans la galerie qui est devant, que vous ne voyez pas là, parce qu'on ne se rend pas bien compte, pour éclairer toutes les structures qui étaient en avant, pour fabriquer une espèce de fascination avec tous les petits éléments métalliques qui devenaient un jeu qui prenait eux-mêmes la lumière. Et à l'intérieur, oh là, c'est franchement dégueulasse, à l'intérieur, la lumière était à l'extérieur et donc était transférée à l'intérieur du bâtiment et jouait avec les ombres, fabriquait des ombres, fabriquait des reflets qui transformaient complètement la perception de l'espace. Donc la lumière était là pour faire transformer le soir la perception de l'espace. Et puis, à la BPO, c'était la première fois qu'on a conçu une lampe. Donc on avait une fascination pour les javelots. Et donc les lampes que vous voyez là-haut sont des vrais javelots qu'on a transformés à l'agence pour en faire des lampes. On est allé acheter les javelots, on a transformé le premier, puis le deuxième, puis après ça on s'est adressé à un petit atelier à côté de l'agence, à la fin des années 80 donc, pour fabriquer des lampes, et il nous les a fait en série, on en a eu une dizaine. Lorsque la BPO a été vendue, il y a à peu près maintenant 5-6 ans, j'ai su qu'ils faisaient une mise en vente de tous les produits qu'il y avait à l'intérieur, de tous les objets qu'il y avait à l'intérieur, et j'ai envoyé quelqu'un pour racheter mes javelots. Et donc j'ai racheté tous les javelots de la BPO, donc qui sont les originaux de la lampe javelot, qu'ensuite j'ai développé avec Luce Plan. Quand j'ai gagné le concours du macro à Rome, je me suis dit qu'il fallait, et que la mairie de la ville de Rome, qui était mon client, m'a proposé de dessiner tout à l'intérieur. J'ai dit, vous voulez vraiment que je dessine tout? Je dis, bien. Ils m'ont dit oui, parce que nous, en Italie, on a des architectes qui sont des designers, et tout le monde sait que vous avez peut-être envie de faire. Et donc j'ai dit, écoutez, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire une lampe. Donc j'ai repris les dessins, on a retravaillé plutôt le dessin du javelot premier, si je puis dire, et je suis allée au Salon du Meuble, là, à Milan, là où une année sur deux, il y a l'éclairage, la lumière, et je suis allée voir les fabricants. J'en ai vu une dizaine, et je leur ai apporté mes petits dessins. Et je leur ai dit, voilà, c'était les javelots, maintenant je voudrais, qui veut travailler avec moi? Et c'est Luce Plan, j'ai discuté avec tous, et Luce Plan m'a dit, nous, ça nous intéresse, on veut bien travailler avec vous, et je me suis rendu compte que je m'adressais à une société qui était intelligente. Et en fait, pourquoi elle était intelligente? Parce qu'elle était dirigée par un architecte, elle est fondée par un architecte. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intelligents, ça veut dire qu'il y avait un rapport entre un architecte, et que ce soit Riccardo Sarfatti, que ce soit Paolo Rizzato, qui travaillait avec lui et qui était associé, c'était vraiment des gens qui comprenaient de quoi on parlait et comment on voulait travailler. Donc on a développé le javelot, et voilà un des premiers prototypes qu'on a fait, qui était le javelot basique. Donc il est un peu différent du javelot de base, puisque cette fois-ci c'est le corps qui est devenu lumineux, alors que dans les javelots de la BPO, c'était un creux au centre du javelot dans lequel on avait installé les lampes, et c'était le centre qui était lumineux. Puis on en a fait un mât, avec des javelots qui étaient gigantesques encore à l'époque, puisqu'on a fait chaque javelot faisait plus de 3 mètres de long. Et donc un jour, ils m'ont téléphoné en me disant, mais peut-être qu'il faudrait les réduire un petit peu, parce que c'est un peu grand pour les vendre. Mais donc ceux-là existent toujours en prototype chez Luce Plan, mais ne sont pas dans le marché, ils ne sont pas comme produits. Puis, et on les a mis à Rome. Et ça, ce sont les javelots qui ont été installés à Rome. Ce sont les mâts sur la terrasse, pour éclairer la terrasse. Et en fait, bizarrement, un jour, ils m'ont fait la réflexion, d'habitude, on fait des lampes pour éclairer, et les javelots, ça n'éclaire pas. Ça fabrique de la lumière, ça fait de la lumière, mais ça n'éclaire pas. L'indice d'éclairement est dérisoire. Mais ça fait de la lumière. Et cette lumière, quand on en met plusieurs, suffit à donner de l'éclairage. Donc sur la terrasse, on a mis les mâts regroupés comme ça. Et dans le restaurant, ou non, je les ai réutilisés dans le bâtiment de GL Events à Lyon, parce que ça marque des espaces, ça marque des lieux dans un grand espace. Et dans le restaurant du Macro à Rome, j'en ai mis
une centaine, et j'ai appelé ça la colère de Zeus. Parce que c'était des javelots qui étaient dans le ciel du restaurant du Macro à Rome. Donc ça, c'est la première fois que j'ai ma première collaboration avec Luce Plane, après les javelots de la BPO 10 ans après. Puis, et à Barcelone, dans l'immeuble qu'on est en train de construire, dans la tour qu'on est en train de construire, dans le hall d'entrée, on a décidé de fabriquer un grand chandelier avec 25 javelots suspendus les uns aux autres pour fabriquer juste un élément qui va donner un peu d'éclairage, un peu de lumière, mais pas forcément éclairé, ce n'est pas le sujet. C'est fabriquer de la lumière. Et à la Biennale de Venise, comme on a exposé le projet de Barcelone, on a fabriqué des maquettes de beaucoup d'objets qu'on avait dessinés pour ce projet, dont la maquette du chandelier à l'échelle 1/3. Donc on l'a imprimé à l'agence, on les a montés à l'agence, et ça nous a permis de comprendre comment on allait pouvoir les fabriquer et les donner à Luce Plane pour qu'ils puissent fabriquer le chandelier, qui sera une pièce unique. À Rome, à nouveau, je n'ai pas seulement fabriqué des lampes, j'ai aussi travaillé l'éclairage des espaces. Et donc ça, c'est la salle de conférence où tout est brillant à l'intérieur, tous les murs sont brillants. Et donc tout l'éclairage du plafond se reflète sur les murs. Et ce que vous voyez au sol, enfin en bas plutôt, c'est la petite lampe qu'on a installée à l'arrière des sièges de la salle de conférence pour pouvoir donner aux gens qui viennent écouter d'une conférence la possibilité de prendre des notes quand ils sont dans le noir. Donc ce sont des sièges dont je n'ai pas, et ça c'est le haut. Donc les sièges, je ne vous ai pas montré, je n'ai pas mis des photos des sièges, c'est stupide, mais les sièges ont derrière une tablette que l'on peut extraire du dossier, et quand on extrait la tablette du dossier, la petite lampe qui est au-dessus s'allume. Quand on re-rentre la tablette dans le dossier, la petite lampe s'éteint. Donc vous avez la possibilité d'avoir un éclairage sur votre tablette sans que ça gêne les autres autour. C'est ça. Voilà. Et ça non, c'est pas ça. Voilà. Ça, c'est le jeu parce que dans le plafond, qui est un jeu de plaques décalées les unes des autres, on a installé des tubes fluo. Et ces tubes fluo, au départ, on voulait les refermer, les cacher, pour faire juste passer une fente de lumière. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis finalement, en les regardant, une fois que c'était installé, j'ai dit mais non, on ne va pas mettre la bande qui les cache, on va les laisser apparents, et quand on est la personne qui est à la tribune ou les gens qui sont assis sur l'estrade ou qui sont là pour parler, auront devant eux une grande installation de lumière de tubes fluo. Voilà. Et tout se reflète parce que tout l'intérieur est en rouge brillant et ça joue partout. Et donc la lumière pour moi, c'est pas seulement l'appareil lui-même, c'est pas seulement la façon dont on éclaire, c'est la façon aussi dont on travaille tous les reflets et la façon dont ça se distribue dans l'espace partout. Au Macro toujours, on a un toit qui est une place publique qui a différentes surfaces, différentes hauteurs, et entre ces hauteurs, on a des surfaces vitrées. Et au centre, on a la fontaine, qui n'a jamais marché en tant que fontaine, mais il y a de l'eau normalement qui devrait couler dessus, qui est vitrée. Et donc tout l'éclairage de l'espace du dessus, qui est une gigantesque place qui fait 2000 m², est faite en dehors de l'endroit où il y a les javelots qui éclairent devant le restaurant, qui font la terrasse du restaurant, est éclairée par les verrières, puisqu'on a installé tout l'éclairage pour en bas et pour en haut au même endroit. Donc c'est les verrières qui sont dans laquelle on a installé les appareils d'éclairage pour la salle d'en bas, pour le foyer, qui éclaire aussi le soir le territoire, la place au-dessus, et qui permet de venir circuler à l'extérieur. À l'intérieur, vous voyez, on a... C'est ça que je dois faire, c'est là, voilà. Il est où le pointeur? Voilà, c'est ça. Donc on a la fontaine, qui elle-même est éclairée le soir, et autrement, on a d'autres appareils d'éclairage, parce que l'espace est entièrement noir. Donc le travail de la lumière a été très important. Et tout ça, on l'a fait en réfléchissant en maquette, en réfléchissant sur place à la façon de le faire. On a aussi, dans les toilettes, quelque chose de particulier. Dans l'espace central, là où il y a les toilettes, on n'a pas de lumière. On a juste un objet qui est un parallélépipède en verre blanc lumineux, sur lequel, au-dessus, on a un paysage en creux et qui permet de vous laver les mains. Quand vous voulez vous laver les mains, vous allez là. Et vous allez faire danser vos mains au-dessus des lavabos, parce que finalement c'est un lavabo. Et quand vous faites danser vos mains au-dessus du lavabo, là, il y a un jet d'eau qui monte, enfin il y a de l'eau qui monte, et puis à un autre endroit, il y a le séchoir qui monte. Donc vous participez comme acteur
pour activer l'objet, pour en faire un appareil de l'eau ou du séchage. Mais pas seulement, c'est que quand vous l'activez, quand il y a l'eau qui arrive, voilà, il se reflète indéfini parce qu'il y a des miroirs, tout est en polymiroir pour fabriquer un espace infini. C'est une référence à Jacques Tati Playtime. Mais quand ça s'allume et quand vous déclenchez l'eau, ça devient rouge. Et donc le système devient autre chose. Donc c'est un travail à nouveau sur la lumière, sur l'action du public, sur la façon dont on active et pour la façon dont on veut se laver les mains, dont on peut se laver les mains. Voilà. Au FRAC, à Rennes, le FRAC de Bretagne, je n'ai pas dessiné de lampe, mais j'ai utilisé les petites lampes faites de Luceplane, qui sont des petites suspensions très fines, qui ont de l'éclairage soit direct en dessous, soit direct indirect. Donc selon les cas, j'ai pris du direct ou du direct indirect, selon la façon dont je voulais que l'espace soit éclairé. Donc ici, au-dessus du comptoir d'accueil, on en a plusieurs qui sont disposés de façon un peu aléatoire, mais pas totalement aléatoire, pour avoir une forme de sculpture de lumière qui descend, avec des regroupements par moment. Et un autre regroupement à l'endroit où il y en a la banquette d'accueil, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a dessiné. Et dans le restaurant, on a mis ceux qui sont directs et indirects, parce qu'on avait un plafond rouge. Et donc, on a décidé de jouer à la fois de l'éclairage et de la transformation du plafond avec les spots de lumière qui arrivaient dedans. Et ça devient une installation en soi. C'est de l'éclairage, mais c'est une installation. Et puis, dans les toilettes, on a écrit que c'était des toilettes, avec de la lumière. Et cette lumière, elle est répétée partout. Enfin bon, les toilettes sont un endroit où j'aime beaucoup inventer. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, enfin j'ai réalisé, parce que je suis toujours en train d'essayer de trouver des choses, des biais, des façons obliques de prendre la vie. Et en fait, quand on est architecte, le seul endroit où on n'a pas de réglementation, où il n'y a rien qui vous contraint, c'est les toilettes. Puisque la seule chose que vous avez à respecter, c'est des dimensions, pour qu'on puisse s'installer correctement, et en même temps un peu de lumière, et puis un peu de ventilation, quand même. En dehors de ça, vous n'avez rien, personne ne vous demande quoi que ce soit. Donc dans les lieux publics et dans beaucoup d'endroits, j'ai cherché toujours à expérimenter. C'est pour ça que j'ai expérimenté dans les toilettes de Rome, mais j'ai expérimenté aussi dans les toilettes du FRAC, et toujours avec de la lumière, parce que c'est toujours des endroits qui n'ont pas la lumière naturelle, souvent. Dans celui-là, donc j'ai écrit avec les fluos WC, pour savoir où on était, et la séparation entre la partie homme et la partie femme, c'est une cloison ondulante, miroir, polymiroir. Et comme elle est ondulante, elle déforme complètement la perception des gens qui viennent se laver les mains. Et donc parfois vous êtes large, parfois vous êtes mince, mais vous n'êtes jamais vous-même. Donc c'est un jeu sur le reflet de soi-même. Encore une fois de plus, c'est une installation. Voilà. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où on est. Je ne sais pas si on est côté dans le creux, dans la bosse. On est un peu partout à la fois. Et le soir, le FRAC, enfin le FRAC est un objet, est un bâtiment qui, le soir, devient lanterne parce que la femme, Aurélie Nemours, l'artiste conceptuelle française qui est décédée il y a quelques années maintenant, a établi là sa seule structure en 3 dimensions, qui sont un ensemble de stèles de granit, et avait demandé à ce que son œuvre ne soit pas éclairée par le bâtiment dont elle savait qu'il viendrait. Elle ne le connaissait pas, le bâtiment, parce qu'elle est morte avant, mais elle ne voulait pas qu'on éclaire son bâtiment. Donc j'ai décidé que mon bâtiment serait éclairé à l'intérieur, et comme la partie haute est noire et la partie basse est en vert, le soir c'est la partie basse qui devient éclairée, et la partie haute disparaît. Donc là, ça devient une lanterne le soir, mais c'est une lanterne qui ne l'éclaire pas. Voilà. Ah, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Ça. J'ai aussi, à l'occasion de la construction du siège social de GL Evans à Lyon, c'est un immeuble de bureau. C'est un immeuble de bureau qui est un cube en verre. Pour faire du bureau, c'est pas facile parce que la lumière, faut la faire rentrer et il faut pas la faire rentrer trop fort parce que pour la thermique, pour la luminosité, pour le confort des gens qui viennent travailler, c'est compliqué. Mais donc il a fallu trouver plein de systèmes techniques pour traiter le thermique et pour traiter la dissipation ou le retrait
de la chaleur dans la journée. C'est pour ça qu'on le fait monter dans les planchers en béton au-dessus, donc on a enlevé les faux plafonds. Et en enlevant les faux plafonds alors que j'étais dans un espace de bureau, je me suis retrouvée avec deux questions qui m'étaient posées. Comment j'allais éclairer les bureaux en dessous et comment là j'allais traiter l'acoustique des bureaux, parce qu'il faut traiter l'acoustique dans les bureaux. Et je me suis dit que j'allais faire les deux. Et donc j'ai dessiné ça, qui est un nuage, qui est c'est une forme que j'ai maintenant appelée pétale, qui est constituée d'un panneau acoustique et d'une lampe en dessous. Comme c'est un panneau acoustique, quand il est suspendu dans une grande pièce, dans une plus petite pièce, dans une grande salle de réunion, le son est absorbé par en dessous et par au-dessus, puisqu'il est suspendu dans l'espace. Et donc, ça participe du confort acoustique de l'espace. Mais en même temps, ça éclaire en bas les ensembles de bureaux qui sont en dessous. Donc, c'est quelque chose de totalement pratique. Quand j'ai envoyé les dessins à Luceplan en demandant est-ce que vous ne pourriez pas me tester un prototype de cette chose-là. Donc, ils m'ont fait un prototype. Et puis, le directeur m'a appelé en me disant « Mais Odile, c'est génial ce truc-là. Moi qui ai toute petite voix, je me suis rendu compte que quand je suspendais le pétale au-dessus d'une table de réunion, là où d'habitude on ne m'entend pas, tout d'un coup on s'est mis à m'entendre à l'autre bout de la table. Et je n'avais pas besoin de forcer ma voix. Parce que le panneau acoustique jouait complètement son rôle. Et en même temps, la lumière éclairait la salle de réunion. Voilà. Donc, il y a eu des prototypes et c'est devenu le pétale. Donc, il y a 3 formes différentes de pétale. Il y a un pétale circulaire, il y a un pétale en forme de pétale, il y a un pétale encore plus grand. Voilà, je ne sais pas définir les formes qu'on a dessinées. C'est pas très gros, c'est très léger, c'est que du panneau acoustique et une lampe en dessous. Et voilà, les pétales suspendus dans l'espace de G.L. Evans. Donc, comme je vous disais, c'est une grande boîte en verre dans laquelle on est en open space, mais on a parfois des bureaux. Donc, les bureaux, comme le client voulait absolument que tout soit transparent, on n'a fait que des bureaux qui sont des boîtes en verre à l'intérieur de la boîte en verre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de verre dans ces bureaux. Et comme il y a beaucoup de verre, le soir, quand les lampes sont éclairées, elles sont répétées à l'infini. Et donc, ça devient une sorte d'installation incroyable, de verre en verre, ça part. Et ça devient quelque chose qui, quelquefois, même part dehors, parce qu'avec le reflet des verres de façade, ça revient vers l'intérieur, et donc ça devient une espèce de nappe de lumière, comme ça, qui flotte dans chaque plateau, au-dessus des bureaux. On en a mis aussi au Cargo à Paris, là, quand on a joué le noir et blanc. On en a mis, voilà, au Cargo toujours, parce qu'on a joué beaucoup sur les bulles. On s'est mis à jouer beaucoup sur les bulles toutes ces dernières années. Puis, on en a mis dans le dernier bâtiment qu'on vient de finir, qui est le Twist, boulevard Berthier au Batignolles, où on a un plafond bois, un plafond béton et des poteaux métalliques, et on a suspendu des pétales partout. On a suspendu des pétales dans les plateaux de bureau, on a suspendu les pétales dans les escaliers, où là, on a joué sur la possibilité d'éviter dans les jardins d'hiver, qui sont les escaliers et les ascenseurs, la trop grande pénétration du soleil et la trop grande pénétration de la chaleur, en faisant de la sérigraphie sur les verres, de toit et de la façade ouest, pour fabriquer toute une série de réflexions, transformation de l'espace par des reflets, par des lumières, par des ombres, partout. Et ça joue tout le temps, ça change tout le temps. Un jour, à Rome, on m'a demandé de faire une installation, et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas une installation de pétales de cette nature-là? Puis finalement, ça ne s'est jamais fait, donc ça, c'est qu'un dessin. Mais j'aimerais bien un jour la faire, l'installation de pétales. Dans le restaurant qu'on va avoir à Barcelone, je travaille sur à la fois la lumière naturelle qui rentre à flot avec des verres courbes en façade, la réflexion dans les toits, dans le plafond, qui est complètement miroir. Et donc déjà, c'est un espace qui fait 9 mètres de haut et on va doubler l'impression d'espace en ayant infini par le plafond de miroir en haut. Puis le Cheplan m'a dit, au lieu de faire des lampes que j'apportais pour des projets, ils m'ont dit, on a besoin d'une lampe pendante. Est-ce que vous pourriez nous en dessiner une? Et donc, j'ai décidé de faire un soleil noir. C'est une suspension qui fait 1,20 m d'envergure, qui est en éclairage indirect, puisqu'on a un disque qui est suspendu en dessous. Au-dessus de ce disque, vous avez les lampes, et la courbe de la voûte de l'objet fait le réflecteur qui permet de redescendre une lumière douce, indirecte, sur la table. Et c'est pour ça que quand, à la présentation au Salon du Meuble à Milan,
Ils m'ont demandé de faire un texte et j'ai pris la chanson de Trenet, que je ne vais pas vous chanter en français, mais qu'en anglais ça fait When the sun has a date with the moon, the sun enters the moon and the crown appears. Vous connaissez cette chanson de Trenet? Quand le soleil a rendez-vous avec la lune? C'est ça. C'est le soleil noir. Rendez-vous avec le soleil entre. Voilà, c'est ça. On ne va pas la chanter. Voilà, donc ça, ce sont les croquis qu'on avait faits, qu'on avait envoyés pour faire ça. Ça a mis quelques temps à fabriquer des prototypes, et puis voilà, la lampe. Donc elle existe en noir ou en blanc. Le soleil noir. Et puis, la biennale de Gwangju, en Corée, il y a quelques années déjà, puisque c'était en 2015, a appelé 15 designers pour proposer des lampes. Et donc, je faisais partie de la liste. Et donc, on m'a demandé de faire une lampe. J'ai dit, mais vous voulez quoi? Une lampe. Bon, d'accord. Donc, j'ai proposé un caillou, enfin un gros caillou, pour poser au sol, pour poser sur une table, qui travaille sans connexion directe avec juste des batteries, et qui est polymiroir au-dessus et éclairant en dessous. Je l'ai jamais vu en vrai, ils m'en ont pas envoyé un, j'ai vu que des photos. J'ai vu le catalogue, mais j'ai toujours pas de caillou moi-même. Je trouve ça pas très sympa. Les Coréens, ils pourraient être un peu plus cool. Je sais qu'ils la vendent en plus. Ils m'ont fait signer un truc, mais en coréen. Donc je ne sais pas. Voilà. Et puis, le mois dernier, enfin, à Art Basel, au mois de juin, grâce à un monsieur qui est là, Philippe, il est parti, il a disparu, Philippe Gravier, qui m'a demandé de faire quelque chose pour son stand à Basel. Et donc, j'ai d'abord fait des tables, mais j'ai aussi fait des lampes. Et ces lampes, encore une fois de plus, sont des lampes qui procurent de la lumière, une ambiance, mais n'éclairent pas vraiment. Ils éclairent un peu. Elles éclairent. Donc, elles proviennent de quoi? J'ai fait des mobiles pour une galerie d'art, parce que je fais aussi parfois des objets pour les galeries d'art, que j'expose dans les galeries d'art. Et donc, j'avais fabriqué des mobiles. Et des mobiles, on les a transformés en lampes, en appareils d'éclairage. Ce sont des suspensions qui sont soit suspendues, soit posées sur un pied comme un lampadaire, soit accrochées au mur. Voilà. Et qui, dans un ensemble tout noir, donne un peu de lumière. Voilà, Philippe. Tu vois, je parle de toi. D'accord. Mais j'avais fait aussi les tables qui étaient en dessous, les splash, qui sont des tables dessinées, je ne sais pas comment, et qui sont des tables pour pouvoir s'asseoir et socialiser autour d'une table de façon différente que simplement une table ronde, carrée ou rectangulaire. Là, c'est bête, on sait comment on s'assoit. Quand vous avez une table qui est découpée dans tous les sens, vous pouvez vous asseoir au milieu de la table, parce que vous pouvez aller jusqu'au milieu de la table parfois. Voilà. C'est des suspensions de lignes, puis de temps en temps, il y a des morceaux de lumière. Et puis, je fais aussi des installations. Donc ça, c'est en 1996, c'est l'installation à l'intérieur du pavillon de la France à la Biennale de Venise, la Biennale d'architecture, où là, il a fallu travailler avec de l'éclairage, avec toute une installation liée au commissaire qui avait demandé des choses, parce qu'on faisait que la scénographie, et on a travaillé avec les films, on a tendu des mailles métalliques en 1996 pour travailler, pour faire jouer la lumière et amener la lumière alors qu'on n'avait que d'installation en haut, pour amener la lumière partout alors qu'on n'avait pas l'intérieur du pavillon entièrement en noir. Voilà. Donc la lumière n'était pas forcément toujours là où on l'attendait. Elle arrivait d'une autre façon. Ça, c'est quand j'ai fait le macro, il y a un couloir, il y a un ancien bâtiment. Et dans cet ancien bâtiment a 2 ailes et qui sont reliées par un couloir qui est une espèce de passerelle. Et le directeur de l'époque m'avait dit, puisqu'on est en train de faire le chantier, peut-être que tu pourrais intervenir dans ce couloir, parce qu'il y a des artistes qui viennent s'installer tout autour, et tu pourrais travailler dans ce couloir. Donc la première fois, ma première intervention a consisté à le faire entièrement jaune. La photo n'est pas très bonne, parce que je l'ai récupérée dans un vieux fichier que j'ai retrouvé, parce que je la cherchais désespérément. C'était entièrement jaune, c'est-à-dire que les lampes qui préexistaient, on avait mis des filtres jaunes, les murs avaient été peints en jaune, le sol avait été resté noir, on avait repeint les radiateurs et tout était jaune. À cette époque-là, c'était aussi un hommage à l'artiste allemand Wolfgang Tillmans, qui était exposé dans le macro et qui lui travaillait avec le pollen, le lait et le pollen. Donc il avait fait des installations avec du pollen, et donc en hommage à lui, j'avais peint le couloir en jaune. Puis la fois d'après, je l'ai peint en noir, et là ils se sont arrêtés, ils ont dit bon ça va, on arrête, on fait autre chose maintenant. Donc j'en ai fait que 2. Et puis
J'ai fait aussi des installations de 2004 à 2011. J'ai fait une installation que j'appelais Hypertension, qui était une construction dans laquelle on avait des projections, mais je ne vais pas vous la montrer, mais dans laquelle, grâce à des jeux de plans, de murs, de parois, qui étaient obliques et pas forcément verticales, oui, c'est ça, on avait des interstices dans lesquels la lumière jouait grâce aux projections qui étaient faites à l'intérieur. Donc voilà ça, ou ça. C'est un peu Belphégor, c'est un peu... Non, c'est un peu Dracula, non? J'aime bien. Allez. Et puis, c'est une installation que j'ai fait à Milan, au moment du Salon du Meuble, au moment pour Interni, pour les 100 ans de la maison pour Mondadori, en fait. Et Mondadori avait 100 ans cette année-là, et dans le château de Milan, il y a des cours, et on m'a donné une des cours, et j'ai fait sur le bassin, qui était vide. J'ai d'abord posé un film de plastique, de résine froissée, qui donnait l'impression qu'il y avait de l'eau noire. J'ai fait fabriquer des mâts. Il y a 100 lampes que Luce Plana dans lesquelles on a installé une lumière. Et il y a 100 lampes pour les 100 ans des éditions Mondadori. Voilà. Et on avait mis des plaques qui circulaient parfois entre ces lampes pour pouvoir aller à l'intérieur et passer au-dessus de l'eau virtuelle, puisque ce n'est pas de l'eau. Quant au jardin de Chaumont, au Festival des Jardins, quand on me demande de faire un jardin, évidemment, je fais une installation. Je travaille avec des verres noirs, et ces verres noirs jouent avec le soleil, et ce soleil est une lumière qui transforme complètement la perception de l'installation. Dans une autre galerie d'art, à côté de mon bureau, j'avais d'abord, en 2003, au moment de la Nuit Blanche à Rome, dans l'Aquario Romano, qui est l'endroit qui est très très grand, qui a une grande voûte, qui est aujourd'hui la Maison de l'Architecture. Ils m'ont demandé d'intervenir et j'ai proposé de faire une gigantesque structure qui était une structure qui était comme une espèce de torsade, un twist de carré, qui était construit avec des tubes de plexi et qui n'avait pas d'angle. Et donc, c'est en éclairant les tubes qu'on reconstituait la forme. Donc, on l'a fait en grand, et puis ensuite, je l'ai refait en plus petit. Plus petit, c'est-à-dire que ça fait cette longueur-là et cette largeur-là. Et c'est ce que vous voyez là. C'est un twist de tubes de plexi, dont vous voyez bien qu'il n'y a pas d'angle, puisque les angles sont vides, mais qui, par l'éclairage, c'est l'éclairage sur ces tubes qui fabrique la présence de l'objet. Et dans la même galerie à Paris, toujours à côté de mon bureau, un jour j'ai fait une installation avec uniquement des jeux de miroirs, en disant que finalement les visiteurs d'une galerie d'art, quand ils rentrent, généralement sont des collectionneurs qui viennent de tous les vernissages, qui connaissent très bien la galerie, donc qui connaissent l'espace. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de poser des miroirs dans l'espace de telle façon que quand on rentre, on ne sache plus dans quel espace on rentre et on ne reconnaisse plus l'espace. Donc j'ai fait des miroirs, que j'ai posés des miroirs gris, argentés habituels, mais des miroirs noirs, pour transformer complètement la perception de l'espace. C'est dans une galerie, normalement, mais ça ne se vend pas, ces choses-là. C'est trop compliqué. Ce sont des installations. Et puis, là, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais, mais qui devait être fait à Paris. On m'avait demandé de faire un éclairage, une installation lumière sous le tunnel Berthier, à côté de mon immeuble de bureau. Et c'est la mairie qui avait demandé ça, et avec la Fondation de France. Et donc, j'ai fait tout un projet en travaillant avec les nouveaux commanditeurs qui sont les habitants du quartier, qui sont venus à mon bureau, avec qui on a discuté. Et on a décidé sur ce tunnel qui fait 150 mètres de long, qui est assez long et qui est assez glauque aujourd'hui, et qui, malgré sa rénovation, qui est toujours un peu pas très sympathique, de faire quelque chose qui aurait été des lignes de lumière, pas régulières, dans le sol, dans les trottoirs, et d'avoir parfois des volumes de lumière qui arrivaient du plafond du train. En faisant tout ça à partir du passage des trains. Donc on est allé enregistrer les passages des trains, regarder quelles étaient les fréquences d'ondes que ça générait, et à partir de ces fréquences d'ondes, redessiner l'installation des tracés lumineux sur le sol. Ça a été annulé après tout le travail qu'on avait fait. Et à un moment, la mairie a dit « Stop, on arrête ». Donc ça, vous ne le verrez jamais. Merci.
vous faites d'habitude? On passe avec des questions après? On fait une discussion? On fait quelque chose? D'accord. C'est pour moi la chaise? Bien sûr que c'est une discussion avec le public qui est venu... Posez-moi des questions. Monsieur. Merci Madame Deck. J'ai une question. Pourquoi aimez-vous autant la couleur noire? Oh non, pas cette question-là indéfiniment. Regardez-moi et vous savez la réponse. Mais Non. quelle qualité à cette couleur vous appréciez dans votre travail? Alors, je vais vous répondre de deux façons différentes. Ok. Vous savez ce que répondait Serge Gainsbourg, qui avait peint l'intérieur de sa maison en noir? Pourquoi il avait peint sa maison en noir? Il avait répondu tout simplement parce que chez les fous, tout est blanc. Ah. Deuxième question, le matin, vous savez, quand vous cherchez des vêtements, vous ne savez pas comment vous habiller, vous n'êtes pas bien réveillé. Moi, c'est facile parce que je vais dans mes placards sans regarder, je touche, et j'ai juste à choisir des matières et des formes, la couleur, je n'ai pas à m'en soucier. Et en même temps, il paraît que ça fait mincir. Non. Et puis le noir, non, mais le noir, je connais toute l'histoire du noir, je sais trop, je pourrais vous raconter, vous faire une thèse entière, vous faire une conférence entière sur le noir. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches et à un moment, j'ai voulu faire une exposition sur le noir. Mais tiens, on pourrait la faire ici. Qu'est-ce que signifie le noir? Oui, parce que le noir, c'est complètement contradictoire. Les prêtres sont habillés en noir, mais les rebelles sont habillés en noir. Les hommes élégants du XVIIIe siècle étaient habillés en noir. Et les paysans de Méditerranée dans les champs sont habillés en noir. Donc si vous cherchez un peu autour de vous, et que si vous approfondissez le sujet, vous verrez que le noir est une couleur totalement contradictoire. Matisse et Soulages disent que c'est une lumière. Et moi, j'utilise le noir. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur... j'aurais aimé refaire le lien entre les images de référence que vous avez montrées au début de vos voyages. J'ai retrouvé l'ambiance de la lumière de la lune sur la mer assez facilement et je me demandais pour vous ce qui résonnait entre la lumière crue de la Grèce, par exemple, de la lumière crue sur la pierre, dans votre travail, justement. J'ai eu plus de mal à retrouver cette lumière. Vous savez, ce sont des choses qui me touchent. Et toutes ces choses qui me touchent sont dans ma tête. Et ça sort de ça de façon toujours différente. La façon dont la tête fonctionne est une chose un peu particulière. Je ne saurais pas dire que telle chose ou telle chose est une référence directe. C'est une accumulation d'images. C'est une accumulation de voyages, c'est une accumulation de références, parce que par curiosité, où je photographie en permanence tout ce que je vois, tous les détails que je vois partout dans le monde, partout où je circule. Et donc toute cette accumulation de références fait que c'est mon bagage en quelque sorte. Et que ma tête fait les... Mais en termes de lumière, ce sont mes références principales. Maintenant, je ne sais pas comment je les applique, je ne sais pas comment je les utilise. Mais je sais que ce sont celles qui me touchent. Bonsoir, merci. Je voulais, c'est juste une interrogation en fait, mais dans les études d'architecture, on nous parle très peu de tout ce qui est lumière artificielle. Et comment vous expliquez ça, qu'il y ait une espèce de tabou qui est formé autour de... Allez demander à vos écoles, demandez pas à la mienne. Non mais, vous voulez que je vous parle des écoles d'architecture? Non. Pas à moi. Pas ici. Autrement, je vais me faire tous les ennemis de la salle. Toute la salle va être mes ennemis. C'est pas ma faute si les gens n'y pensent pas. Il n'y a pas que la lumière d'ailleurs. Enfin, il y a aussi la manière dont vous présentez l'architecture. Vraiment, enfin, c'est même pas l'architecture, c'est un tout en fait. Et en fait, finalement, les études dissocient énormément. L'architecture est un monde. L'architecture est une culture, c'est une discipline. Et ça vous prend la vie. Et c'est une passion de votre vie. Et ça vous envahit et vous pouvez l'appliquer à tout ce que vous voulez. Dans les écoles d'architecture, ce que je reproche le plus dans les écoles d'architecture, et pas seulement en France, un peu partout, c'est que ce n'est fait aujourd'hui que pour fabriquer des
étudiants qui savent dessiner des bâtiments avec la réglementation d'aujourd'hui et qui ne sont pas du tout adaptés à pour demain, qui ne savent pas réfléchir, qui sont un peu décervelés, je suis désolée de vous dire ça, et qui n'ont pas la possibilité de s'adapter au monde qui arrive. Parce qu'on leur fait réfléchir, on les fait réfléchir sur des choses d'aujourd'hui. Alors qu'en fait, l'architecture, ce n'est pas dessiner des bâtiments. C'est d'abord penser à ce que c'est que la culture du monde. Et ce que c'est que la culture, dans quel univers on vit, dans quel monde on vit et vers quel monde on va. Et à partir de là, de réfléchir à quelles solutions et quelles propositions on peut faire pour ce monde. Que ce soit une proposition de bâtiment, que ce soit une proposition d'objet, que ce soit une proposition d'aménagement urbain, que ce soit une proposition d'organisation de la société, que ce soit une proposition d'organisation d'une entreprise, tout est possible avec l'architecture. Vous savez, il suffit de regarder qui a fait des études d'architecture dans le monde. Est-ce que vous connaissez des groupes de musique qui s'appellent les Who, par exemple, où ils ont fait des études d'architecture? Est-ce que comment? Il y a des designers, des fashion designers. Il y a Courrèges avait fait des études d'architecture. Est-ce que vous avez aussi Orhan Pamuk qui avait commencé des études d'architecture? L'architecture, ça mène à tout. Donc pourquoi vouloir vous condamner à vous restreindre le champ des possibles à simplement dessiner des bâtiments avec la réglementation d'aujourd'hui? C'est totalement stupide. Donc voilà. J'ai dit et je me suis fait de tous les ennemis du monde. C'est bien. On pourra faire encore un jour. On avait fait ici une conférence il y a 2 ans sur l'enseignement de l'architecture, mais vous n'étiez pas là. J'avais déjà parlé de ça. Maintenant, mon école à Paris, donc venez nous voir. Odile, tu t'es pas fait un ennemi à travers un enseignant d'une école d'architecture. Excusez-moi, ça va être un moment personnel avant que je lui pose une question personnelle. Avant que je te pose une question personnelle, nous avons, ou c'est plutôt moi qui ai eu le bonheur de voyager avec toi quelques fois, entre Montparnasse, moi je descendais au Mans où je faisais mon premier bâtiment et toi tu continuais sur Rennes. Et j'ai toujours ce souvenir de ton regard lumineux. On a pris des cafés au bar plusieurs fois dans le train, je me souviens. Et de ton sourire. Ce que je voulais dire juste, c'est que tu nous montres le lieu d'une expression. Tu es pour moi une artiste, tu es comme une musicienne, comme une écrivaine. Et ce que je voudrais dire aux étudiants qui sont là, c'est que la chose essentielle, c'est de pouvoir avoir les outils pour pouvoir exprimer son point de vue et dire ce que l'on pense du monde présent et le monde à venir. Et c'est dans ce sens-là que malgré les maladresses que nous pouvons avoir, c'est quand même le but vers lequel aussi, avec les maladresses qui sont les nôtres, certaines écoles d'architecture travaillent. Et je suppose. Voilà, ils ne sont pas tous pareils. On n'a pas cette dextérité, on n'a pas cette liberté dans ce changement du monde. On pourrait être tout à fait de ce passage entre la révolution industrielle et son tout début. Mais nous sommes attentionnés à ça. Et il y a une chose que je voulais vous dire aussi à vous, les étudiants, c'est que ce monde de demain, posez-vous les questions qu'on va se poser. Et il y en a une qu'on va se poser, c'est celle du droit de veto. Est-ce que dans le monde dans lequel nous allons, notre pays va garder son droit de veto au regard d'autres choses qui sont la démocratie participative, l'utilisation des modes de production alternatifs tels que la question telle que la BD, le cinéma. La question que je voulais te poser, deux questions, et je m'arrête après. Francis, je m'arrête, je te jure que je m'arrête. La première question, quelle est la place du numérique dans ton travail? Parce que quand on voit ce rapport entre fréquences sonores et fréquences lumineuses, tu nous ramènes à l'époque du gothique flamboyant, quoi, tu vois, et de cette musique-là. Donc le numérique dans ta production. Et la dernière question, puisque quand est-ce que tu vas te mettre au style? Au quoi? Au stylisme. Ah, mais demain matin. Voilà, on en parle à l'agence d'Enfer, effectivement. Mais tu m'as posé une question par rapport... Ah, le numérique. Pardon, je dis le digital, moi. Mais le numérique. Bah, est-ce que je dois dire que, hélas, tous les gens qui viennent travailler chez moi ne savent plus faire que ça?
Et donc, moi, je me suis mis, on s'y est mis depuis très longtemps à l'agence, depuis la fin des années 80, on s'est mis au numérique. Mais en même temps, on a toujours gardé une part de manuel. Et, parce que moi, je ne sais pas faire. Hein. Moi, je ne sais rien faire marcher sur les machines. En dehors de faire du Word et de l'Excel, je ne sais pas faire autre chose. Mais un peu de Photoshop et un peu de PowerPoint, la preuve. Mais c'est tout. En dehors de ça, je ne sais pas faire. Et répondre aux emails, oui, ça, je sais faire aussi. Donc, mais c'est vrai que eux, ils savent faire tout, y compris imprimer à la machine 3D, fabriquer les choses, etc. Mais régulièrement, je leur demande quand même, et on continue encore à faire des maquettes à la main. Parce que, et je dis ça aussi dans l'école, c'est qu'il est important régulièrement de se couper les doigts. Parce que si on ne se coupe pas les doigts, on ne saura pas faire. Et on ne sait pas toucher la matière. Ça veut dire qu'on n'a pas touché la matière. Et que je pense que le numérique est formidable et qu'on peut faire beaucoup de choses avec le numérique, mais que je pense que, j'ai toujours, et je le dis toujours, que la distance entre les yeux et l'écran est très courte. Et parce que ce que vous voyez sur l'écran, avec vos yeux, ça va directement au cerveau, puisqu'entre votre œil et ce qui se passe dans votre cerveau, la distance, elle est infinitésimale. Alors que la distance entre votre main et votre cerveau, elle est beaucoup plus longue. Et comme elle est beaucoup plus longue, le temps que les choses se fassent, qui ne sont pas précises, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas exactes, et la divagation de votre main sur la main sur le papier ou la main qui fabrique une maquette, en fait que le cerveau peut commencer à divaguer, lui aussi, et à réfléchir et à trouver d'autres idées. Donc c'est toujours important de continuer à garder ce rapport de la main avec de la fabrication par la main. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, dans les écoles d'architecture, ce qui est fondamental, c'est la tête, c'est penser, c'est concevoir et fabriquer. Et qu'il n'y a pas et le lien entre ça, entre ces trois stades pour aller fabriquer les choses, permettent aux étudiants d'aujourd'hui de comprendre ce qu'on peut faire. Mais que s'il n'y a que la tête, parce qu'il n'y a que l'écran, ça donne rien, ça donne des gens qui, hélas, alors qu'ils font tout dans leur tête, sont totalement décervelés. Mais surtout parce que les téléphones, enfin bon, est-ce qu'on doit vraiment parler de tout ça? Mais je ne sais pas. Enfin bref, le numérique, c'est bien, c'est formidable et on peut faire des choses extraordinaires. Mais ça n'empêche pas qu'il faille faire des choses matérielles et des choses physiques. Et la deuxième question, c'était quand est-ce que je me mets au stylisme? J'ai répondu demain. Oui, c'est vrai. C'est fait. Ça fait partie des choses qui m'apportent et que je vais faire. Certainement un jour. Bonsoir. Comment dire? Je trouve que le rapport du coup entre l'art et l'architecture est plus que présent dans votre travail, puisqu'on arrive à avoir des bâtiments signaux et des bâtiments vraiment qui ont une caution artistique de jour comme de nuit qui est très travaillée en fait. Et ma question c'est, est-ce que c'est pas difficile de réussir à mettre autant d'art, on va dire, dans un bâtiment d'un point de vue budgétaire en fait? Comment montrer à son client ce genre de choses et comment faire passer ça? Les sous, l'argent. C'est triste mais oui. Eh bien non, on fait de la stratégie sur son budget. On fait de la stratégie sur son budget, ça veut dire qu'on sait où on dépense l'argent, là où on ne le dépense pas. Et ça veut dire qu'il faut que quand on est architecte, je ne crois pas à l'architecte qui ne s'occupe pas de son chantier. Je ne crois pas à l'architecte qui ne fait pas ses dessins d'exécution. Je ne crois pas à l'architecte qui ne fait pas ses façades, qui ne dessine pas lui-même ses façades. Je ne crois pas à l'architecte qui ne s'occupe pas de son éclairage. Et je ne crois pas à l'architecte qui ne s'occupe pas de son jardin, donc des paysages. Donc je crois à l'architecte qui fait tout. L'architecture, c'est une globalité. Et qui dessine aussi les mobiliers à l'intérieur. Pour moi, le design, il est global. Et comme il est global, il est cohérent d'un bout à l'autre d'un bâtiment. Et toute la chose, après, c'est de savoir comment gérer le budget à travers de ça. Donc l'architecte, il doit aussi connaître l'économie du bâtiment et l'économie de la construction. Ça ne s'apprend pas dans les écoles d'architecture, ça non plus, mais c'est pas grave, vous apprendrez sur le tas. Moi, j'ai appris sur le tas, hein. Je n'ai pas fait d'études. Non, ça ne coûte pas plus cher. Les bâtiments, bizarrement, ne coûtent pas cher. Le musée de Rome a été beaucoup moins cher que celui du Macro, fait par Zaha Hadid au même moment. Il a coûté 10 fois plus cher, le sien, pour la même surface. En gros. C'est tout. Parce que je respecte les budgets aussi. Donc allez-y, n'hésitez pas, mais travaillez. Il faut travailler nuit et jour, tous les jours. Mais comme vous n'êtes pas une femme, vous n'avez que 2 mains. Moi, j'en ai 8. C'est ça l'avantage. Je suis désolée, hein. Mais c'est un sujet important de savoir que les femmes peuvent faire beaucoup plus de choses parce qu'on peut les faire à la fois. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Je voudrais t'en poser une à ce moment-là précis. Est-ce que, précisément, on sait très bien que tu es engagé dans la recherche et on pourrait dire que chaque projet est une recherche.
mais est-ce que tu arrives à faire le lien précisément entre la question de l'architecture et de la lumière sur ce plan recherche avec les industriels? Est-ce qu'ils te suivent? Est-ce qu'ils t'accompagnent? Parce que là, on a vu des cas, bien sûr, et je trouve que l'histoire du javelot est formidable, parce qu'en plus, un javelot, ça parcourt, j'allais dire, le temps et l'espace, mais est-ce que, pour autant, à chaque fois, tu arrives à, quel que soit le sujet, à développer ces expérimentations avec eux? Je pense toujours que mon motto à l'agence, c'est « rien n'est impossible ». Donc, comme rien n'est impossible, tout est possible. Donc, si on se bat, si on trouve la solution, si on convainc les gens, on arrive à faire ce qu'on veut et à aboutir là où on veut aller. Tout en faisant attention, comme je dis, comme au budget, en faisant attention à la réglementation parce qu'on n'a pas le choix, et parfois en faisant un petit détour, un petit crochet dans la réglementation, en essayant de trouver le truc qui permet de passer, en essayant de discuter, de négocier. C'est de plus en plus difficile parce que les gens sont de plus en plus rigides. Et le foutu principe de précaution fait qu'on a les portes se ferment de plus en plus. Mais si on est convaincu, si on a la passion, si on démontre aux gens qu'on a la passion d'arriver, ils vous suivent. Mais si vous y allez en ayant peur, et si vous pensez que vous n'y arriverez pas parce que votre budget n'y arrivera pas, eh ben vous n'y arriverez pas. Non, je crois que pour moi, il n'y a rien d'impossible. Et ce que j'aime faire, c'est des projets que j'ai encore jamais faits. Parce que justement, je pars à l'aventure, je pars en exploration tout le temps. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors le prochain, next step, c'est quoi, justement? Ça sera Barcelone quand il sortira l'année prochaine. Oui. C'est une maison qui est en construction, parce que je fais aussi des maisons en Bretagne. Noire? Blanche? Non, il y en a une qui est déjà construite, qui est entièrement en verre blanc, qui est une maison en verre. Magnifique. Et l'autre, elle est en verre, ondulée, et par-dessus un grand toit en pierre, très très grosse et très lourde, au-dessus d'une maison en verre. Et oui, ça tient, bien sûr. Il y a une structure pour faire tenir tout ça. Et puis, qu'est-ce qui va sortir encore? Et puis, je suis en train de commencer un projet à Londres. Ça me fait un bonheur incroyable. Parce que ça fait des années que je rêve d'aller à Londres et de construire à Londres, et ça y est. On va voir si on va y arriver, parce qu'ils sont compliqués là-bas, les Anglais. Hein. Oui, puis dans le climat actuel, ça doit être spécial, non, de construire à Londres. Écoute, c'est simple. Mon école, j'ai cherché à faire l'accréditation. Le premier rendez-vous d'accréditation que j'ai fait, c'est 3 jours après le vote du Brexit. Donc, dans la réunion que j'ai eue au RIBA, on leur a dit, parce qu'on était avec Nicolas, on leur a dit, nous arrivons d'Europe. Ils ont répondu, nous sommes toujours en Europe. Aujourd'hui, nous commençons un projet à Londres et peut-être que ça sera plus compliqué de prendre l'Eurostar le matin. Donc déjà, je prends 1 heure avant le train par rapport au trajet que je faisais avant, parce que je me méfie des douaniers qui sont de plus en plus compliqués. Donc ma vie devient compliquée à cause d'eux. C'est pénible. Hein. Déjà, ils roulent à gauche, nous à droite. La négociation, c'est tout dans la négociation. Enfin bon, non, c'est passionnant d'approcher une culture totalement différente. Le permis de construire, c'est pas un permis de construire qu'on développe, c'est une négociation qu'on fait avec la ville, avec le council de la ville, et comme on est en plein Westminster, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est intéressant. Alors c'est un bâtiment de bureau, hein, oui, je crois, qui est sur un des grands espaces publics londoniens. Hein, sur une place importante, oui. Voilà, on peut le dire. Et précisément, la question de cette lumière dans les bureaux, là, tu vas la travailler d'une manière particulière. Il va falloir, parce que c'est plein sud. Et que ça va être tout vitré. Qui m'ont déjà dit, ah mais non, on ne peut pas faire. Je dis, si, vous inquiétez pas, on va y arriver. On a hâte de voir. Hein. Je pense que... Si, j'y arrive à convaincre le Council de Westminster de la faire. C'est pas gagné. Hein. Ça va être ardu. Mais c'est pas pire que de travailler avec une entreprise Optu en Espagne. C'est une entreprise Optu en Espagne. Mais bon, on y arrive. Il faut mouiller sa chemise, il faut y aller. Je vais toutes les semaines en Espagne, tous les 15 jours à Londres, donc tout ça pour se battre avec les gens, pour les convaincre, pour faire les choses. J'envoie pas quelqu'un, c'est moi qui vais. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de projets. Voilà. Je ne suis pas une gigantesque agence. Nous sommes une agence d'une petite dizaine de personnes, 10, 12 personnes. Parce qu'on fait tout et on vérifie tout et je vérifie tout ce qui se fait. Parce que c'est important pour moi. Tout doit être précis, tout doit être exact et tout doit être bien fait. Et je dois tout pouvoir contrôler. Mais le choix des matériaux est-il un facteur limitant dans vos projets? Est-il un facteur limitant
par leur coût, puisque je sais qu'il y a des nouvelles recherches de matériaux. Certains architectes se prévalent de découvrir ou de mettre au point de nouveaux matériaux par leur légèreté, les bétons légers, etc. Est-ce que c'est un facteur... Ça coûte très cher le béton léger. Oui, justement, c'est la référence. J'ai essayé de faire ça à Rome. Est-ce que c'est un facteur limitant pour vous dans vos projets, les matériaux? Non, on part ailleurs, on part sur autre chose. Vous savez, quand on fait de la navigation à voile, qui est un grand sujet, on doit négocier. Pour aller sur l'horizon, on ne va pas tout droit. On négocie avec le courant, avec le vent et avec le soleil, parce que le soleil génère du vent qui change aussi, et la mer aussi. Donc, mais on sait qu'on veut aller là, donc on va là. L'architecture, c'est pareil, on va là, et on négocie en cours de route. Et on trouve le chemin pour passer la façon dont on doit passer, mais ce n'est pas une autoroute. Et quand on arrive au bout, sur la ligne d'horizon, en fait, elle est toujours devant vous. Donc, vous n'avez qu'une envie, c'est de continuer. Et vous allez plus loin. Non, c'est de la négociation. C'est de la négociation dans votre tête, la négociation, mais ce n'est pas de l'abandon. Et ce n'est pas du compromis. C'est de la négociation. Ouais. D'autres questions? Vous en avez marre, hein, c'est fini. Il y a trop de lumière ici. Bien, s'il n'y a plus de questions, on va remercier Odile. Merci voilà, à vous. Chaleureusement. Et on va te remercier particulièrement parce que tu nous as fait voyager tout de suite. Ça, c'était pas mal. Hein. Là, commencer par Saint-Malo, tout ça, puis après on s'en va. Oh, je sais pas, quelque chose me dit que, voilà. En tout cas, ça a l'air de ressembler à ça, à ces horizons-là. On n'a pas vu le rayon vert, mais peut-être, ça sera pour la prochaine fois. En tout cas, merci infiniment de t'être prêté à cet exercice et d'avoir fait tout ce lien jusqu'à le rapport entre la musique et le son. Donc, à très bientôt. On va continuer avec un verre juste derrière. Ça, on peut continuer à poser des questions. Et merci encore.